Bonjour à tous. Donc voilà, nous avons le plaisir de commencer l'atelier, la session sur l'intelligence artificielle au service des journaux officiels africains. Donc on va commencer tout d'abord à ce que tout le monde se présente. Donc avant de passer à la présentation, on va faire une mise en introduction. Depuis hier, durant toutes les activités qu'on a vues dans ces forums, nous avons vu l'importance pour une société, pour un État, pour un peuple, d'archiver et d'énumériser ses propres lois, son propre système juridique, ses propres décrets, ses propres lois, etc. Donc tout cela a été démontré durant les ateliers et les discussions qu'on a eues hier. Et dans cet atelier, en tout cas, nous allons parler qu'est-ce que l'intelligence artificielle elle peut apporter dans cette pièce à l'édifice qui est en train de se construire à la fois à Djibouti, mais aussi au niveau africain. Comme vous le savez, depuis quelques années, on a l'impression que l'intelligence artificielle elle a revu les jours, c'est-à-dire c'est comme une forme de renaissance. Même s'il y a, ou bien l'intelligence artificielle elle n'est pas née en 2022 grâce à ChatGPT, mais il y a en fait, c'est une technologie qui existe depuis presque 70 ans. Donc, si on fait une brève histoire, l'acte de naissance de l'IA, il a eu lieu en 1956 dans le cadre d'une conférence dans une université à Washington qui s'appelle Dartmouth, et c'est là que le terme intelligence artificielle a été inventé. Et si on retrace un peu les pionniers ou bien les pères fondateurs de l'intelligence artificielle, le plus important ou bien le plus connu, c'est Alan Turing, comme vous le savez tous. Alan Turing qui est un mathématicien britannique, un crypto-analyste, un logicien, qui a joué un rôle important dans l'histoire à la fois de l'informatique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et durant la Seconde Guerre mondiale, en tant que mathématicien informaticien, il a réussi à mettre en place un algorithme qui a décodé et déchiffré les codes Enigma de l'armée nazie pour leur communication, qui chiffrait leur communication. Après la guerre, il a mis en place ce qu'on a appelé les systèmes Turing, qui est en fait le fondement même de l'ordinateur ou bien des ordinateurs normaux, donc les ordinateurs que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui avait mis en place leur composition sous forme de microprocesseurs, cartes mères, etc. Et il est aussi connu pour un test qu'on appelle les tests de Turing. Les tests de Turing, en fait, c'est un test qu'il a mis en place en 1950. Et dans ces tests, dans son article, dans son livre fameux qu'il a écrit, Computing, Machinery and Intelligence, en 1950, donc il a conçu une application qui simule une conversation entre une personne et une machine et un individu. C'est comme une discussion entre un patient et son psychanalyste. Et il a dit que si la personne qui communique à la fois avec une machine et avec un être humain, à la fin, elle ne sait pas lesquels des deux interlocuteurs étaient une machine ou bien était un être humain, là, il dit qu'il y avait une possibilité qu'on puisse faire des programmes, des logiciels, des systèmes qui vont avoir aussi la même intelligence que l'être humain. Donc c'est à partir de ces tests que l'idée de faire des machines capables d'exécuter ou bien de faire des tâches qui sont normalement réservées à l'être humain a vu les jours. Et c'est la définition même de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, pour faire simple, l'IA, c'est le fait que des machines, des logiciels vont faire des tâches qui sont normalement réservées aux hommes. La vision, donc la traduction automatique, la conduite autonome, donc le fait de reconnaître la voix d'une personne, le fait d'identifier des images, le fait de générer des textes. Généralement, lorsqu'une personne elle a une réflexion, elle a une idée, une inspiration, elle s'assoit sur une table, elle écrit un texte. Aujourd'hui, grâce à l'IA générative, les machines sont capables. Donc, le parcours ou bien les schémas de l'IA, ce n'était pas facile, ce n'était pas une promenade de sauter. Elle a rencontré beaucoup de difficultés. Entre les années 50 et 60, on travaillait sur ce qu'on appelle les systèmes experts, ou bien les systèmes à base de règles. À la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, on a connu ce qu'on appelle l'univers de l'IA, toutes les recherches que l'armée américaine, les États européens, les États-Unis se sont arrêtés puisqu'on s'est rendu compte qu'avec les systèmes à base de règles, l'IA ne pouvait pas aller au-delà. Mais
malgré cet arrêt de financement, malgré ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, il y a des chercheurs aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, qui ont poursuivi les travaux. Par exemple, en France, il y a un centre qu'on appelait les CETA, qui se trouve à Grenoble. Il a été créé au début des années 70, centre d'études sur la traduction automatique. Et c'est un chercheur français qui s'appelle Bernard Vauquois, qui est reconnu sur ce qu'on appelle le triangle de Vauquois, qui a repris ses travaux au début des années 70. Il a acquis un ordinateur, un supercalculateur IBM, et il a poursuivi. Il y a des chercheurs américains qui ont poursuivi, des chercheurs australiens, canadiens, etc. Donc tout cela, malgré l'arrêt de financement, au début des années 80 jusqu'à 90, jusqu'à même au début des années 2010, les systèmes en vigueur pour le développement des systèmes, c'était les systèmes à base des statistiques. Et à partir des années 2010, nous avons vu l'apparition de ce qu'on a appelé les deep learning ou bien les réseaux de neurones artificiels. Donc l'IA, il a fait un très grand schéma. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce à l'IA générative, grâce à ce qu'on voit avec ChatGPT, avec DeepSeek, avec Claude Mistral, qu'elle a fait un long parcours. Donc le but de cet atelier, je pense qu'il y a Mme Marwa et Sina qui vont nous faire une présentation, c'est de discuter ensemble comment ces nouvelles technologies qui se trouvent dans nos téléphones, dans nos foyers, dans nos smartphones, voire même dans certaines de nos télévisions que nous appelons Smart TV, comment on pourra l'adapter, les développer, s'approprier pour qu'elles puissent être au service des journaux officiels africains qui constituent, comme elle le connaît tous, notre histoire, notre patrimoine juridique, l'évolution et l'histoire comme on l'a vu tout au long de ces journées. Donc, après cette introduction, je vais laisser la parole à Marwa Al-Ghadir qui va nous faire une petite présentation sur les travaux qu'ils font au niveau de l'IT et tout ça. Si on peut commencer par se présenter déjà. Alors moi c'est Marwa Mohamed, ingénieur data scientist à l'ANSSI. Alors nous on travaille sur tout ce qui est autour de la data et de la technologie émergente, et du coup notamment l'intelligence artificielle. Déjà je vais commencer par remercier le secrétaire général du gouvernement de nous avoir impliqués, de nous avoir permis d'apporter notre regard technique au JO. Je vais passer ma parole à Sena, elle va se présenter aussi, et par la suite nous allons vous faire une petite présentation d'une vue globale de l'intelligence artificielle au service des JO. Bonjour, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Moi c'est Sina Ali, data scientist à l'ANSSI, pareil. Donc comme Marwa l'a dit, on a pu travailler sur quelques travaux qui sont autour de l'IA. Et qui font que l'IA aujourd'hui on peut l'utiliser de manière concrète dans différentes applications telles que l'IA au service des journaux officiels, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans une brève présentation. Merci, bonjour tout le monde. Je me présente encore, Madame Diao. Je suis la directrice de l'Imprimerie nationale du Sénégal. Et nous sommes conscients de l'importance de l'IA au niveau de la nouvelle dynamique dans laquelle nous nous sommes lancés avec la digitalisation, la création des plateformes pour rendre accessibles les utilisations réglementaires. Et à ce niveau-là, il y a un incontournable. Nous le démontrerons ensuite dans notre intervention. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc moi c'est Mohamed Sadio, directeur des archives du Sénégal, avec Madame Diao. Nous allons revenir un peu sur les différents chantiers qui sont en cours actuellement au Sénégal, qui concernent la digitalisation du JO, mais également l'intégration de l'IA dans le traitement du JO. Merci. Salam alaikum. Alors, l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est pour vulgariser un petit peu le sujet et l'orienter vers les JO, cette fois. Déjà, l'intelligence artificielle, comme Dr Hussein vient de le citer, n'est pas un sujet qui est né de la dernière pluie. C'est un sujet que, voilà, on ne va pas dire toujours exister, mais c'est un sujet qui a vu le jour dans les années 40-50. Et du coup, l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de technologies qui va permettre à une machine d'imiter l'intelligence humaine. Par l'intelligence humaine, on veut dire par l'apprentissage, par la prise de décision si l'on en souhaite,
par la résolution des problèmes complexes et compagnie. Alors, elle va s'appuyer sur des algorithmes et des données, effectivement, pour apprendre à s'adapter et s'améliorer au fil du temps. Alors, pour bien comprendre le sujet, il va falloir qu'on comprenne un petit peu, qu'on connaisse un petit peu, en fait, les points importants, ou bien les 5 technologies ici, que nous avons ici soulignées, alors qui vont être un pilier de l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer par le machine learning, en français, l'apprentissage automatique, qui va être, encore une fois, un ensemble d'algorithmes qui vont permettre à un ordinateur d'apprendre à partir des données, comme un enfant apprend à partir des observations et des expériences. Alors, un exemple concret dans les côtés JO, ça sera, par exemple, après avoir analysé 10 000 documents de textes de loi, de décrets, d'arrêtés, de nominations, ainsi de suite, ce système va apprendre à reconnaître qu'un document, par exemple, commençant par le président de la République et contenant certains points ou bien certains mots, va être finalement un décret présidentiel. C'est un exemple entre autres. Alors, un deuxième pilier sera le deep learning ou bien l'apprentissage profond, qui est lui aussi associé au machine learning, mais qui va lui utiliser, comme encore une fois, le docteur l'a cité, un réseau de neurones. Alors, un réseau de neurones artificiel inspiré de l'intelligence humaine ou bien du cerveau humain, qui sera organisé en multiples couches. Alors, chaque couche va représenter un aspect. Par exemple, la première couche va pouvoir représenter les lignes, la deuxième, la reconnaissance des formes, la troisième, les lettres, les mots, et ainsi de suite. Un exemple un petit peu concret ici sera, par exemple, un document qui date de 1950, alors jauni, partiellement détruit, avec une écriture manuscrite, va être lu, transcrit et exploité grâce au deep learning, avec une précision de, si je peux dire, 95%. Ensuite, il y a le NLP, le Natural Language Processing, le traitement du langage naturel, qui est aussi en principe permettre aux machines de comprendre, d'interpréter et même de générer en langage humain avec toutes ces nuances. Alors, une application au JO ici pourrait être, par exemple, côté NLP, la recherche sémantique, les résumés automatiques, les extractions d'informations, les traductions ou même les analyses de cohérence entre les textes et les mots. Alors, un exemple concret ici serait qu'un citoyen lambda vient poser une question à un assistant juridique. Par exemple, je veux créer une école privée. Alors, le système va analyser la phrase, par la suite comprendre qu'il s'agit d'une demande liée à l'ouverture d'un établissement scolaire. Et par la suite, va faire la recherche dans les bases de données du JO pour en fait expliquer les conditions d'ouverture d'une école privée, par exemple, les autorisations nécessaires ou même les diplômes exigés. Alors là, en quelques secondes, l'intelligence artificielle, grâce au concept NLP, va pouvoir traduire des questions du citoyen en termes juridiques et lui retourner des articles du JO correspondantes. Ensuite, un quatrième pilier sera la vision par ordinateur, le computer vision, qui va permettre aussi aux machines de voir et interpréter des images ou bien des documents comme le fait un œil humain. Un exemple concret ici aussi serait qu'une archive de 1960 qui va contenir 500 pages scannées, par exemple, la vision par ordinateur va pouvoir automatiquement identifier que le page, par exemple, 1 à 50, c'est le préambule. Le page 50 à 450, ce sera, par exemple, des articles numérotés. Par exemple, les pages 451 à 500, ça peut être des annexes et ainsi de suite. Elle peut aussi détecter des formes, à savoir la signature, les tampons et tout ce qui va avec, et tout ça grâce au computer vision. Un cinquième levier ici et un dernier pour nous, ce sera l'intelligence artificielle telle qu'on l'a définie aujourd'hui, ChatGPT, Claude, Daily et ainsi de suite, sera la capacité à ce qu'une IA puisse créer du contenu original, à savoir du texte, de l'image, de code et tout ce qu'on veut. Un exemple concret serait par exemple ici une loi de finances, par exemple de 120 pages est publiée. Alors l'intelligence artificielle ici va pouvoir créer un résumé de 10 points pour les Twitter, pour votre Twitter ou même pour votre réseau social. Un article de 2 pages pour votre site web. Alors une version technique de 5 pages, par exemple pour les professionnels. 20 questions-réponses et même une version en Afar, en Somalie et ainsi de suite. Alors, avant de parler IA,
avant de parler IA, il est important de bien comprendre qu'il y a toujours eu des défis autour des JO, particulièrement en Afrique. Alors parlons un petit peu de ces défis. Par exemple, on peut parler d'un volume croissant des documents juridiques et administratifs, toujours sur la version numérisée. C'est-à-dire, alors, des milliers de textes officiels sont publiés chaque année. Un journal officiel peut contenir, comme on le sait, à peu près en moyenne entre 300 et 500 pages. Et chaque document doit être vérifié, mis en page et même publié. Alors, par conséquent, nous aurons des équipes débordées, des risques de retard, parce que des équipes débordées dans le sens où, en moyenne, on parle en moyenne entre 10 à 30 personnes qui vont travailler sur tous les flux nationaux. Alors là, on peut parler entre guillemets d'un débordement, un risque de retard et d'erreur. Encore une fois, c'est humain. Une qualité unique qui sera difficile. Une qualité unique qui sera difficile et même le coût de traitement qui sera élevé. Un deuxième problème, ou bien un deuxième défi qu'on doit soulever en ayant recours à l'intelligence artificielle, ce sera le problème du multilinguisme. Alors, plusieurs langues officielles sont parlées en Afrique aujourd'hui. Alors, les lois doivent être traduites exactement dans toutes les langues. Et ça a un certain coût, parce qu'un traducteur juridique, ça coûte entre 0,15 et 0,30 euros par mot. Et du coup, ça va dire 150, ça va vouloir dire 150 à 300 euros pour traduire une page. Alors, ça doit être assez conséquent pour la traduction. Et puis, il peut y avoir une pénurie des traducteurs qualifiés. Et même derrière, si on ne fait pas bien le travail, une injustice pour ceux qui n'ont pas accès au texte des lois dans leur langue. Ensuite, une troisième problématique peut être l'accessibilité limitée aux documents officiels. Par exemple, nous avons la version papier ou même la version PDF qui ne peut pas être consultable. Comme nous le savons tous, une loi peut être appliquée une fois qu'elle est publiée. Alors que faire si, par exemple, nous sommes confrontés à ce problème d'accessibilité? Alors un problème que l'intelligence artificielle va pouvoir y remédier. Alors un quatrième problématique sera le processus de publication qui sera souvent lent et coûteux. Encore une fois, si une loi n'est pas accessible, on ne pourra pas vraiment travailler dessus. Et un cinquième point sera la difficulté d'archivage et des recherches dans les archives papier si on ne numérise pas. Un problème que l'intelligence artificielle, à savoir l'OCR aujourd'hui, qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle, ce sera plus des algorithmes post-OCR, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui vont non seulement retirer les lettres, les mots, les chiffres et tout, mais ensuite le rendre propre, exploitable, copiable et ainsi de suite. Ensuite, nous pouvons avoir ici, je me répète un petit peu, les applications qui peuvent être, les applications de l'IA qui peuvent être appliquées au JO, à savoir une numérisation. Du coup, ici, on va parler de l'OCR, ou bien du process post-OCR, qui va être un travail qui sera fait par l'intelligence artificielle, la traduction automatique, la recherche et l'analyse, non pas par des mots-clés, mais par cette fenêtre contextuelle, qu'on essaie aujourd'hui de la grossir un petit peu, et la gestion et publication, c'est-à-dire tous les workflows de la publication d'un journal officiel. Et du coup, je vais passer ma parole à ma collègue qui va continuer avec des cas d'usage, à savoir un chatbot qui a été mis en place par l'équipe de l'ANSSI. Il y aura un collègue qui va vraiment parler de ça, mais elle va en parler comme étant un cas d'usage qui peut nous aider. Donc, comme on l'a vu avec ma collègue Marwa, il y a plusieurs applications possibles dont le but est vraiment de simplifier la vie de l'utilisateur lambda. C'est aussi un gain de temps considérable et on peut obtenir des résultats qu'on n'avait pas pu forcément obtenir avant l'IA. Pour parler de manière plus concrète, on va essayer de parler d'un cas d'usage, donc celui du chatbot. Le site des IJO est ouvert à tous, mais il y a aussi un site qui va être présenté par un collègue tout à l'heure, juste après moi, qui va vous faire une petite démo. Et c'est un chatbot, du coup, un assistant conversationnel
qui a pour but de pouvoir avoir une vraie conversation qui imite un être humain avec un être humain. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser la plateforme des IGO pour pouvoir rechercher des textes, mais il faut avoir des références précises. Vous devez rechercher le numéro d'un décret ou d'une loi ou taper des mots-clés. Or, le but d'un chatbot, c'est de pouvoir avoir une vraie conversation. Un exemple, par exemple, vous pouvez demander quel décret concerne la santé en 2015 ou encore si je veux ouvrir mon restaurant, quelle est la réglementation qui me concerne. Et là, l'idée, c'est que toutes les lois et les règles qui vous concernent apparaissent automatiquement sans que vous ayez besoin de taper vous-même les références et les mots-clés et les chiffres précis, les numéros des décrets. Donc l'idée c'est ça, donc c'est une compréhension en langage naturel, c'est ce qu'on expliquait, c'est la technologie du NLP. Le NLP c'est le traitement en langage naturel qui permet une compréhension de la machine jusqu'à l'être humain, qui va pouvoir orienter du coup l'être humain vers les textes les plus pertinents qui concernent sa question à lui. Ça réduit donc évidemment la charge pour la personne qui ne connaît pas qui n'est pas vraiment, qui n'a pas d'aptitude juridique on va dire. Et ça peut du coup démocratiser l'accès à l'information pour tous. Donc on va procéder à une démo tout de suite de ce chatbot qui est effectif mais qui n'est pas encore public et déployé. J'appelle Liben à présenter sa démo. Donc, tout d'abord, je remercie les intervenants du panel pour cette explication très claire et la simplification qu'ils ont portée pour nous faire comprendre un thème aussi complexe que l'intelligence artificielle. Donc, je les dis encore merci. Et moi, je vais juste faire une petite démonstration concernant un prototype d'intelligence artificielle et sur deux applications bien précises, soit la recherche sémantique et un autre sujet qui a été mentionné par l'équipe, la traduction automatique de texte vers d'autres langages qui ne sont pas prévus. Donc pour cela, je vous rejoins avec cette petite démonstration sur les prototypes. D'abord, je vais commencer par la fonctionnalité la fonctionnalité la plus importante, qui est la recherche sémantique. Donc, l'idée est de présenter à l'internaute la capacité de demander et de parler avec le journal officiel avec un langage naturel. Par exemple, pour le grand public, pour les citoyens qui ne sont pas des juristes, qui ne sont pas de l'administration, disons, ou des avocats. Donc, eux n'ont pas une notion de mots-clés à introduire dans les moteurs de recherche afin de recevoir les réponses les plus adéquates. Pour cela, une des capacités de l'intelligence artificielle est de simplifier justement cette recherche par la traduction d'un langage naturel usuel comme requête et de le transformer en une requête structurée afin de ressortir le résultat les plus pertinents pour l'utilisateur. Et pour cela, j'ai une petite démonstration de ce modèle qu'on a entraîné avec les données du journal officiel. Et pour cela, je vais un peu demander à ce prototype. Donc, il faudra savoir que c'est en stade de prototype, donc il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir quelques manquements. Pour cela, je vais juste, comme un utilisateur lambda, demander une question bien arrêtée. Donc, je vais dire, par exemple, arrêter
sur donc, dans cette petite requête, je me souviens, par exemple, je vais rechercher le document type de passation des marchés. Pour cela, je me souviens que c'était un arrêté. Et j'ai introduit délibérément quelques fautes de frappe, justement pour que on simule un utilisateur lambda qui va pas être vraiment, qui va pas faire attention à la saisie et qui va forcément introduire des forces de frappe qui vont, dans le cas normal, porter une conséquence sur le résultat qui va être retourné. Mais dans ce cas bien précis, les fautes de frappe plutôt, seront corrigées et la requête en arrière sera restructurée. Pour cela, si je dis entrée, voilà. Désolé, j'ai une petite... voilà la connexion. Désolé pour cette petite... Merci. Donc, je vais essayer de reprendre la requête que je viens d'introduire à l'instant. Et là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décomposer ces requêtes tout panel et le restructurer avec des mots-clés qui sont, comme vous voyez, le texte a une référence. Donc, ici, comme vous voyez, le texte il a une référence, il a un titre beaucoup plus fourni que ce que nous, on a donné comme requête. Il nous définit aussi les entités nommées, par exemple, les émetteurs du texte, ce qui est très important pour pouvoir s'adresser à l'émetteur si on le souhaite, et un résumé contextuel du texte. Par exemple, une autre requête tout panel, ce serait, par exemple, pour un utilisateur lambda, c'est de chercher, par exemple, la proclamation de l'indépendance de notre pays. Donc, comme vous voyez, l'objectif de la recherche sémantique, c'est de surtout traduire une requête en langage naturel à une requête structurée et contextualisée. L'autre cas d'usage est, par exemple, la traduction automatique des textes assistée par l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, les traducteurs automatiques sont littérales, c'est-à-dire de mot pour mot, phrase pour phrase, ce qui est souvent hors contexte. Par exemple, le contexte pour un langage donné d'une phrase peut être altéré lorsqu'on le traduit littéralement. Et c'est la vérité qu'on fait face souvent avec la traduction automatique. Mais le rôle de l'intelligence artificielle, puisqu'elle permet de comprendre le contexte au-delà de la sémantique des textes qu'on veut traduire, c'est qu'elle va nous permettre de traduire, mais pas littéralement, justement traduire avec le contexte dans un autre langage. Et pour cela, on a
on a présenté, on a développé un petit modèle spécialisé sur la traduction. Et par exemple, comme l'arabe dans notre pays, il est le deuxième langage officiel, et que voilà, on va prendre un texte en français. Par exemple, ce texte. On va les fournir à l'intelligence artificielle et on va lui demander de les traduire en français. Ah, désolé. Donc voilà un peu une traduction un peu plus lucide. Et comme on le sait, les textes juridiques sont très complexes et très structurés. Et si jamais, par exemple, le sens d'un article ou d'un texte juridique s'altère en cours de traduction, on n'imagine pas le dégât qu'il peut causer pour une nation. Pour cela, avec ces modèles, on essaie de traduire surtout, comme l'arabe est la deuxième langue officielle de Djibouti, le journal officiel il est déjà traduit automatiquement à chaque parution. Mais là, nous, le schéma dont on cherche vraiment maintenant qu'il soit traduit, c'est sûrement la Somalie et l'Afar. Et surtout pour les autres régions, par exemple de la Corne d'Afrique, pourquoi pas après l'étendre pour l'amharique ou toute autre langue. Ouais. Merci beaucoup. C'est un peu une petite introduction que je pouvais faire. Merci beaucoup, Liban, pour ta belle présentation. Et je remercie aussi Marwa Abdelghad et Sina. Donc maintenant, je vais donner la parole à nos deux invités du Sénégal, qui prennent la parole, qui nous expliquent. Voilà. Merci, monsieur le modérateur. Je n'ai pas de présentation à faire, donc je préfère intervenir sur place. En commençant par un bref rappel de la place importante que le numérique occupe au niveau même de la gouvernance au Sénégal, qui est considéré comme un levier de gouvernance, de compétitivité et de souveraineté. Le référentiel qui permet, en tout cas, d'adresser cette question, c'est le référentiel actuel qui constitue l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui, en son axe 4, bonne gouvernance et intégration africaine, accorde une importance toute particulière au numérique avec le New Deal technologique lancé sous le leadership de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce New Deal technologique incarne en fait une nouvelle étape dans la vision Sénégal 2050, qui vise donc à bâtir un écosystème numérique souverain, sécurisé et très ouvert. Le cadre institutionnel, comme je l'avais dit dans mon intervention tout à l'heure, et stratégique a été consolidé. En quoi faisant? Avec la création de Sénégal Numérique, société nationale, qui a en charge la gestion, la maintenance, la sécurisation des infrastructures numériques de l'État. Il y a un autre aspect essentiel qui est la création d'une autorité chargée de la sécurité du système d'information de l'État. Il y a également l'élaboration et la validation politique des stratégies de l'intelligence artificielle et des données. Ce qui montre qu'il y a déjà un bon cadrage qui permet d'encadrer l'utilisation de l'IA, même si nous savons que c'est actuellement incontournable. La mise en place également d'un centre national de réponse aux incidents de cybersécurité également a été fait au Sénégal, afin de détecter, de prévenir et de neutraliser les attaques informatiques.
Donc ça permet vraiment d'avoir un cadre très sécurisé qui permet d'avancer peut-être lentement mais sûrement. Les journaux officiels jouent un rôle fondamental dans la vie juridique et administrative des États africains. Ils assurent la publicité légale des textes normatifs, garantissant ainsi la transparence et l'accès au droit. Toutefois, dans de nombreux pays du continent, ces publications souffrent encore de retard, d'un accès limité et d'une faible interopérabilité entre les systèmes d'information publique. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle apparaît comme un levier puissant pour moderniser les JO en les rendant plus accessibles, plus intelligents et bien intégrés aux dynamiques de gouvernance numérique. L'un des apports majeurs de l'IA réside dans les moteurs de recherche intelligents. Contrairement aux recherches classiques par mots-clés, ces outils permettent une recherche sémantique capable de retrouver un texte même si les termes exacts ne sont pas utilisés. Ils offrent également des suggestions contextuelles, facilitant la navigation entre textes liés ou antérieurs et peuvent intégrer des fonctions de traduction automatique vers les langues locales. Au Sénégal, en tout cas ce qui est prévu, nous avons des langues nationales codifiées. Il est prévu la traduction, pas de l'intégralité du journal, mais le sommaire déjà sera traduit en langue nationale et disponible sur le site. Et à chaque fois que l'usager aura besoin de consulter un texte précis, il pourra s'y rendre et là solliciter l'IA pour une traduction ciblée, pour éviter certainement des erreurs qui peuvent survenir. Ces moteurs sont particulièrement utiles pour les citoyens, les juristes et les décideurs qui doivent accéder rapidement à des informations fiables et pertinentes. Le deuxième axe qui montre l'importance de l'IA et son utilisation au niveau du JO, c'est l'indexation intelligente, qui constitue un autre domaine clé. Grâce au traitement automatique du langage naturel, l'IA peut reconnaître et structurer des entités juridiques telles que les lois, les décrets, les dates, les références croisées. Elle permet de structurer automatiquement les textes pour une navigation fluide, tout en assurant une veille réglementaire dynamique avec des alertes sur les nouvelles publications et les modifications apportées aux textes existants. Cette capacité d'organisation et de suivi est essentielle pour maintenir à jour les bases juridiques nationales. L'autre point essentiel, c'est l'analyse assistée par l'intelligence artificielle, qui ouvre la voie à une compréhension plus fine des textes juridiques. Elle permet de générer des résumés automatiques, de détecter les articles modifiés ou abrogés et de cartographier les liens entre les textes, y compris les références à la jurisprudence. Ces fonctionnalités facilitent le travail des professionnels du droit et renforcent la transparence normative. Au Sénégal, les initiatives prises dans ce sens ont permis vraiment de faire beaucoup d'avancées, même s'il faut le reconnaître, pour le moment, les expériences achevées ont été initiées et faites par le privé. Et c'est toujours une capitalisation qui pourra en être faite pour ne pas refaire ce qui a été fait. Comme le disait mon amie namibienne, tout de suite quand on venait, en Namibie, je pense que ça a été le cas. Il y a certaines ONG qui avaient déjà numérisé les textes. L'État a procédé à un reversement qui a permis d'avoir un gain de temps et une disponibilité numérique des JO bien avant l'indépendance de la Namibie. Je la remercie pour cette information que je partage. Donc, moteur de recherche, l'IA propose également un moteur de recherche juridique intelligent basé indexant les textes du journal officiel et offrant une veille réglementaire proactive. Par ailleurs, Sénégal numérique vise à centraliser et rationaliser la gouvernance des systèmes d'information, incluant la modernisation du JO. Ces avancées montrent que l'IA peut devenir un outil stratégique pour renforcer l'efficacité administrative, la transparence juridique et l'accès au droit. Toutefois, leur succès dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité des données disponibles, la formation des acteurs impliqués, l'existence d'un cadre juridique adapté à l'usage de l'IA et la garantie d'une souveraineté numérique maîtrisée. En réunissant ces conditions, les États africains peuvent faire des journaux officiels des instruments modernes, intelligents et au service du citoyen. Je vous remercie.
Oui, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Je pense que mon intervention va plus peut-être compléter et revenir sur quelques éléments que Mme Diao a abordés et qui concernent le Sénégal. Je pense que, comme je lui disais tout à l'heure, nous sommes du côté stratégique, avec elle, directrice de l'Imprimerie nationale, moi, directeur des archives du Sénégal. Nous sommes dans la vision, avec évidemment au sein donc, du secrétariat général du gouvernement, dans la vision stratégique. Maintenant, il y a un autre volet qui concerne le côté opérationnel. Et pour cela, comme elle l'a dit, nous avons une société. Ici, vous avez, je vois, une agence nationale des systèmes d'information de l'État. Nous avons une société qui s'appelle Sénégal Numérique, donc qui fait tout le travail de développement des logiciels et des plateformes que nous sommes en train d'élaborer. Et cet organe de l'État qui est compétent sur tout ce qui est numérique a fait appel à un cabinet qui s'appelle Gaïndé 2000. Gaïndé en Wolof, donc c'est en Wolof, mais qui signifie lion. Donc Gaïndé 2000, c'est un cabinet qui fait tout le travail de conception, voilà, de conception et même de développement, parce que ces hommes, ils sont plus dans l'infrastructure, l'hébergement et dans le suivi. Alors, je pense que donc nous avons à peu près les mêmes environnements. Voilà, nous avons le même paysage. Et donc, du point de vue de la stratégie, comme elle l'a dit, depuis donc mars 2024, nous avons donc de nouvelles autorités qui ont proposé 6 mois après leur arrivée, donc au mois d'octobre, le 24 octobre 2024, un nouveau référentiel des politiques publiques appelé Agenda national de transformation pour une vision sur 25 ans jusqu'en 2050. Donc, dans cet agenda-là, il y a un axe, l'axe 4, qui est le dernier axe, qui porte sur la bonne gouvernance et l'intégration africaine. Et c'est là où on pourra en fait replacer les questions que nous sommes en train de discuter. De bonne gouvernance, de transparence administrative, de réduction des comptes et de redevabilité, etc. Et c'est dans ce sens-là que les nouvelles autorités donc ont pris l'engagement très tôt. D'ailleurs, le président a pris fonction le 2 avril et le 3 avril, à la veille de notre fête de l'indépendance. Elle a promis d'investir dans la digitalisation des procédures administratives. Et cette digitalisation des procédures administratives donc, est aujourd'hui appliquée dans tous les domaines, hein, y compris dans le domaine de la gestion de l'information institutionnelle et légale, en particulier du JO. Donc les travaux que nous sommes en train de mener dans le cadre de la task force que nous avons constituée avec la société de l'État qui s'occupe du numérique, comme ici l'Agence nationale des systèmes d'information, le cabinet qu'on a commis pour faire ce travail, pour développer, nous qui sommes du côté stratégique, donc on a une task force qui réfléchit sur ça. Et donc, ce travail-là que nous sommes en train de faire s'inscrit en fait dans cette nouvelle volonté de digitaliser l'ensemble des procédures administratives. Il y a donc 2 plateformes qui sont en train de développer. Il y a une plateforme sur le JO, comme l'a dit tout à l'heure Mme Diao, dont on a eu d'abord les premiers livrables, les premières démonstrations, et une autre plateforme qui porte sur la dématérialisation du processus d'élaboration des textes législatifs et réglementaires, ce qu'on appelle les données normatives. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Sénégal. Et ici, ces chantiers-là, donc, qui sont déjà engagés, et donc dont les premiers livrables sont déjà présentés, concernent plusieurs plateformes qui sont compatibles, je le rappelle, parce qu'à terme, on doit également développer une plateforme pour l'archivage. C'est la suite du processus d'élaboration des actes. Cette plateforme d'archivage donc va plus me concerner moi et va nous permettre en fait de digitaliser ou de matérialiser tout notre passif documentaire. C'est-à-dire, hier j'ai parlé ici de notre longue tradition de JO qui date du milieu du 19e siècle, 1856.
Donc avec cette plateforme-là, nous pourrons remonter encore dans le temps pour digitaliser, numériser l'ensemble de nos fonds documentaires qui aujourd'hui sont en souffrance dans nos magasins. Et c'est une demande sociale aussi. Et c'est à l'ère du temps aussi. Donc nous sommes obligés de s'y engager dans ces chantiers. Et nous avons quand même de bons espoirs, avec une volonté politique clairement exprimée, comme je l'ai dit hier, dès le début, en Conseil des ministres, par les autorités. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'engager davantage dans ces chantiers pour les concrétiser. Et le délai que l'autorité nous a donné, je le disais ce matin à Mme Diaw, c'est de pouvoir livrer ces plateformes-là d'ici janvier 2026. Et donc, je lui disais aussi que peut-être qu'au prochain forum, on ne sait pas où est-ce qu'il va se tenir, mais nous pourrons peut-être revenir avec nos collègues de l'agence de l'État qui s'occupe de l'informatique, qui pourront faire peut-être des démonstrations. Puisqu'ils sont sur le côté opérationnel comme vous, ils pourront venir pour faire des démonstrations sur tout ce qu'on a pu faire pendant ces dernières années. Et ça, on le souhaite vraiment. L'autre point que je voulais ajouter, c'est de manière beaucoup plus concrète. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler dans le cadre de cette task force-là sur une IA souveraine qu'on appelle IA Djangat. Bon, Djangat, c'est en Wolof toujours, mais ça signifie, Djangat, c'est analyse, on va dire, analyse. Indexation, ça veut dire étudier, analyser, Djangat. Donc c'est une IA souveraine qui est en cours de développement. Hier, j'ai entendu parler de l'hébergement souverain. Ça aussi, c'est géré au niveau du Sénégal par Senem, la société Sénégal numérique. Il y a le New Deal Technology, comme elle a dit tout à l'heure, qui est une nouvelle stratégie numérique de l'État du Sénégal. Au sein de quelle stratégie tout cela se déploie, en gros. Il y a donc cette IA que nous voulons faire jouer plusieurs rôles. Elle a déjà dit, hein, je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Hein. La répétition, c'est la pédagogie. Donc, IA Djangat nous servira d'abord, parce que si on veut numériser, on va dire 170 ans d'archives et de JO, ça, pour le faire manuellement, ça risque d'être compliqué. Donc, il nous faudra des robots, une intelligence artificielle, qui pourra donc remonter et le faire de manière rapide. Donc, dans la numérisation, et dans l'océanisation aussi, c'est-à-dire la reconnaissance optique des caractères, pour pouvoir effectuer des recherches plein texte, et donc pour pouvoir justement identifier de manière automatique, analyser le contenu des archives. Il y a également le fait de pouvoir scanner les archives, les anciens JO notamment, de manière massive. Parce que ça, si on devrait le faire avec l'intelligence humaine, entre guillemets, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc cette IA-là pourra nous servir d'outil pour scanner de manière massive et rapide nos fonds d'archives et en particulier nos anciens JO. Également, l'analyse, comme elle a dit tout à l'heure, l'analyse fine du contenu des archives. Donc c'est également une fonction que nous voulons faire jouer à cette IA. Djangat, la recherche intelligente également, comme elle l'a dit, avec des moteurs de recherche et un chatbot, comme ils viennent d'ailleurs, nos amis djiboutiens, de faire la démonstration, un chatbot qui pourra nous permettre d'interroger la base de données ou le dataset qui est derrière en fait, l'outil. Il y a également la fonction traduction et transcription des actes. Traduction, par exemple, dans les langues locales, dans les langues nationales. Nous avons également intégré ça dans notre feuille de route, parce qu'on compte traduire même le JO dans les langues nationales, comme le Wolof, qui est la langue la plus parlée au Sénégal. Ça également, nous comptons le faire par l'IA, mais également dans les autres langues, comme le Fulbe, le Serer, etc. Donc il y a plusieurs langues. Les langues, en tout cas, qui sont codifiées au Sénégal, doivent pouvoir être utilisées pour donc lire et exploiter les archives et en particulier le JO. En gros, c'est ça les chantiers sur lesquels nous sommes concrètement et nous espérons encore une fois qu'à l'issue de ce forum, un réseau d'experts et de spécialistes des JO et de la digitalisation des JO sera créé et nous pourrons continuer les échanges d'ici 2-3 ans, d'ici le prochain forum. Nous pourrons aussi pouvoir présenter donc l'état d'avancement ou même, on va dire, les produits de nos travaux actuellement en cours
Et ça, vraiment, c'est un souhait que je voudrais exprimer pour terminer mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, je remercie tous les intervenants qui ont chacun donné ses réflexions. Et je pense que les questions posées par la présentation de Maroua et Sina, à la fois Liman a répondu dans sa démonstration, mais surtout dans une approche beaucoup plus globale et plus souveraine. La stratégie nationale qui a été mise en place par le gouvernement du Sénégal, ainsi que la stratégie de numérisation, ainsi que donc, tous les projets qui sont en cours, cela en fait montre très bien qu'en fait l'IA elle peut être très bien mise au service des journaux officiels, mais aussi au-delà, puisque les questions posées en termes de multilinguisme, comme vous le savez tous, en Afrique, Djibouti peut-être nous savons 3/4 langues, mais il y a certains pays comme l'Éthiopie, le Nigeria, le Cameroun, il y a 500 langues qui sont parlées, et le fait de publier seulement dans une ou deux langues, ça crée une fracture numérique. Et l'IA, elle peut répondre, comme l'a très bien démontré Liban dans sa démonstration. Donc, au niveau de la traduction thématique, au niveau du multilinguisme, et surtout au niveau de l'analyse sémantique ou bien des synthèses, comme il a si bien rappelé Liban. Donc, tout le monde n'est pas spécialiste du droit. Donc, si une personne elle a besoin de faire des affaires, de créer une entreprise, ou bien il y a une partie de l'histoire, ou bien des droits djiboutiens, ou bien africains qui l'intéressent, donc l'IA, elle peut l'aider. Donc, en tout cas, toutes les questions qui ont été posées, on a trouvé une première réponse avec l'application EGOIA proposée par l'ANSI et donc, le gouvernement de Djibouti, et la stratégie globale du Sénégal de faire une IA souveraine. C'est beaucoup plus global. Lorsqu'on dit IA souveraine, en fait, c'est une IA qui est totalement complète. Je pense que ce sera les étapes suivantes pour les gouvernements. Donc, en tout cas, je voudrais remercier le gouvernement de la République de Djibouti et plus particulièrement le secrétaire général du gouvernement pour avoir initié ce projet et pour avoir aussi voulu partager avec ses pairs africains, parce qu'on pourrait bien rester entre Djiboutiens. Ça aussi, c'est important. Et le travail qui nous a été présenté durant ces 2 derniers jours, et surtout cet après-midi, ce matin par les 2 collègues de l'ANSI ainsi que le Liban, montre très bien qu'en un laps de temps, avec des moyens réduits, on peut faire beaucoup de choses. Déjà, de 1900 à 2025, tous les journaux officiels de Djibouti ont été numérisés, et le secrétaire général du gouvernement ainsi que l'ANSI ne se sont pas arrêtés à une simple numérisation, mais ils ont décidé dès le début d'impliquer, d'intégrer une IA pour qu'à la fin, tout le monde puisse être servi dans sa langue locale, pour que les investisseurs, que ce soit des étrangers ou bien des gens qui sont à Djibouti, et le fait qu'en fait, moi j'ai un peu regardé la traduction entre le français et l'arabe, comme on peut automatiser les arabophones qui sont présents, c'était vraiment de très bonne qualité. Donc ça encourage, ça crée des opportunités. Et je pense qu'en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, l'ANSI et les IG ont l'intention aussi de généraliser le multilinguisme aux langues internationales telles que le chinois, le russe, l'indien, l'africain, le swahili, etc. pour que toute personne qui s'intéresse à l'histoire de Djibouti, au journal officiel, elle puisse se connecter et partager nos informations. Donc je pense que ce qui nous a été présenté, ça constitue un modèle réplicable à toute l'Afrique. Donc, et on a fait, en tout cas, Djibouti, on est un petit pays, mais quand même, lorsqu'on se débrouille, lorsqu'on se fait confiance, on donne des résultats de très bonne qualité. Et le Sénégal aussi est un modèle pour nous parce qu'ils ont adopté une approche beaucoup plus générale. Je pense qu'on a déjà discuté de ça. Pourquoi pas avoir Somali GPT, Afar GPT, Africain GPT, etc. C'est ça qui va régler en tout cas. Parce que l'IA génératif, pour l'instant, ce sont les langues occidentales qui dominent. Mais demain, dans quelques années, si chaque langue, chaque peuple, chaque communauté africaine, elle développe son propre IA génératif, ça peut régler beaucoup de problèmes. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vais laisser au public qui veut intervenir, faire des remarques et poser. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie tous de votre présentation. Et voilà, merci. Merci à ce travail qui a été présenté. Je crois que chaque fois on avance, et aujourd'hui je suis convaincu par le biais de Djibouti que nous sommes dans le futur déjà. Merci. Pourquoi pas? Non, c'est ma conviction personnelle et je m'explique.
avec des moyens peut-être dérisoires, puisque c'est la question toujours de financement qui se pose, mais quand même, non seulement on rêve, mais maintenant on est dedans. Ça, c'est... et je crois que par le biais de Djibouti, qu'à partir de, je crois, d'aujourd'hui, on est dans le futur. Secondo, je peux même partager l'expérience de mon pays, puisqu'avec non seulement l'intelligence artificielle, mais les moyens de technologie. En Algérie, maintenant, on a déjà décidé de créer, ils sont déjà opérationnels, l'école des mathématiques, l'école de nanotechnologie, plus nanosciences. Et avec ces moyens, ces outils, qu'on peut prolonger dans le futur. Maintenant, je vois avec des modestes expériences, et j'étais vraiment fier de voir avec Djibouti, avec ces jeunes, qui maintenant nous permet d'aller vers le passé, au présent et en même temps au futur. Ça, c'est magnifique. Et je crois que l'Afrique, elle est fière, avec ses enfants et ses fils, d'aller au-delà de ce que les gens ne croyaient pas. Merci. Thank you very much. My name is Celesta Kandanganangolo. I'm from Namibia. First, I want to congratulate the government of Djibouti and the Secretary General. Thank you very much for your invite. We have been talking a lot about digital or making laws and the official gazettes available electronically. But we've not touched on accessibility, because there's a difference between availability and accessibility, right? So the law can be, or the gazettes can be available, but are they accessible? When I'm speaking about accessibility, I'm talking about internet connectivity, internet coverage. In Namibia, we have a population of 3 million, and about 1.5 or a little bit over 1.5 have internet access. But can we, and all our gazettes are available electronically on the internet within a few days after publication. So, but when it comes to accessibility, it's a different story. We struggle with infrastructure, especially in the rural areas, because of internet coverage. So I just want to find out the Djibouti experience in terms of internet coverage and accessibility. All of what we are talking about really depends on that internet infrastructure. So I just wanted to hear a little bit about that, since that has not been touched on with regard to Djibouti. Thank you. Bonjour à tous, moi c'est Moustapha Mohamed, directeur général de Nancy. Vous avez beaucoup entendu mes collègues, beaucoup moins en ma personne. Cela démontre que ce n'est pas les dirigeants qui font toujours le boulot. Je suis fier et content que mes équipes sont à la hauteur des attentes. Ceci dit, je voulais répondre sur la réaction de son Excellence l'ambassadeur de l'Algérie. Je dirais, ce forum et ce projet IJU a été pour Djibouti. On nous dit toujours, il faut faire ce saut technologique. C'est une parfaite illustration d'un saut technologique. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a mis les fondamentaux, les bases, les archives, consolider vraiment la manière de préserver, de numériser et de stocker, transformer ces papiers mourants en quelque chose de vivant. Une première chose. Une deuxième chose, c'était de tout cela basé sur les compétences locales, ce qui est très important parce qu'un problème ne peut être résolu que par soi-même. Maintenant, on a besoin aussi d'échanger, de partager, c'est pour nous améliorer, pour regarder et apporter davantage
de regard par rapport à ce qui se fait autour. Et c'est là où on se tourne vers le futur, cette fois, d'où ces aspects d'intelligence artificielle et technologies émergentes qu'on doit prendre en compte aujourd'hui pour que demain encore on ne soit pas en retard. L'Afrique a accumulé beaucoup de retard dans les anciennes révolutions. Celle-là, on se dit, Djibouti ne doit pas la rater, elle ne peut pas se permettre de rater aussi, et l'Afrique aussi, bien sûr. Et si je rebondis sur la question des collectivités, nous avons aussi la chance à Djibouti d'atterrir beaucoup de câbles sous-marins, dont la connectivité Internet à Djibouti est large, avec plus de 14 câbles sous-marins qui atterrissent directement à Djibouti. Et ça permet aussi d'une couverture très large bande. Aujourd'hui, le gouvernement bulgarise l'accès du très haut débit avec les fibres à la maison, FTTH, technologie de fibres à la maison. Alhamdoulilah. Et justement, ce forum arrive à un point nommé dans le sens où ce cas d'usage doit servir de répondre à des problématiques beaucoup plus larges. Hein? On l'a démontré qu'on peut faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Maintenant, avec les autres, ce soir, on doit le faire tous ensemble. Merci, Monsieur le Directeur Général, votre message. Good afternoon, everybody. My name is Salif Usuma, Head of Government Printing Republic of Sierra Leone. I bring you warm welcome from my President, Brigadier Julius Maada Bio, to the President of this Republic and then Secretary General. Thank you for organizing a occasion like this. Our concern here is gazetting, as you have all said, is part of our daily life, it's part of our history. As for Sierra Leone, we started Gazette in 1801. Yeah, way back from the colonial days. So we took it off from the colonial people, from independence, and we are still functioning. It's a square between the presidency, the law officers department, the justice department, the gazetting house, and parliament. So you have started a good work here. How do we connect this to the AU? Because some governments, gazetting is not their priority. But if we can connect this to take it to the AU so that funding will be given to countries so that we can continue with this occasion and get life better with gazetting. I thank you all. Thank you very much. I must also extend sincere thanks and appreciation to Djibouti for inviting us. My name is actually Emmanuel Ebi Toure, and I'm currently the Acting Director of Government Information Services in Sierra Leone. And basically, like he said, for the establishment of the Gazette, the ministry charge responsible for information in the country is where I am the key advisor to government. And our concern, like he mentioned, we are looking at policies. Quite recently, we were in Cape Verde working on information integrity. But all that we are planning in terms of archiving, my concern, I listened attentively since yesterday. We've learned a lot, I must confess, as to where Djibouti is. But how far does your legislation support some of these initiatives at the global, at the regional, at the sub-regional, etc.? I give you an example. The right to access information itself has a regulation. And you can do research and see only few countries have adopted that right to access information law. Sierra Leone, we did it in 2013. And currently, we also have another legislation to back up that, which is data protection. Because all of this that you are doing, how do you manage the data? South Africa has a model, and Sierra Leone also is part of it. That's my concern about the policy.
And there is also what we call the cybercrime law. Because what you legislate in terms of data and what you put on record should be protected, and there should be legislations that whoever puts whatever information into the Gazette is factual, etc., and is protected. So these regulations are very, very important that you also try to attune with. We have the West Africa Sahel Declaration, we have the Paris Declaration. Some of these can be cascaded, and there is even women's access to information, free access to information. So I'm thinking of when we work in, try to synchronize some of our work regarding archiving. Sierra Leone also is now doing what we call the Records and Archives Management Policy and Bill. What do we mean by that? When a country has a bill or a legislation, then first and foremost at the local level, your documents are harmonized in terms of archiving. What this district might be doing here, the other should be doing. So we are here also to observe if this legislation or what we are coming out with can be harmonized with what we have in Sierra Leone in terms of archiving. So we are very happy to be here, and we are keen listeners, and we listen attentively before doing intervention. I think this is the gap I have seriously identified. How do we come up with policies that every country should abide by records and archiving, which we've already done as a model? Thank you very much. Thank you very much. We have one last question on this side of the aisle. But if I may, and I'm speaking under the control of Dr. Hussein here, on the next session, we are going to be talking about the question of cybersecurity. And I believe that's when we have representatives from the Ministry of Digital Economy and Innovation that will talk about, for example, the Digital Code, as well as the Startup Act, and some of the legislative framework that they have put forth that is going to allow us to have a policy to put forth on how to manage that data. So it's questions about like, e-signatures, biometrics, data protection, as well as some of the other points that you have mentioned, and cyber crimes also. Thank you very much. We have one last question over here. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, mon nom c'est Kennedy Ibrahim, directeur de publication du journal La Nation. J'ai eu l'honneur hier de modérer le panel sur les personnes à besoins spéciaux. Je voudrais d'abord remercier le secrétariat général du gouvernement pour ce forum unique en son genre, une première dans notre pays, mais aussi dans le continent aussi. Donc, j'ai donné les instructions fermes à mes équipes de donner la plus large couverture parce qu'à événement spécial, couverture spéciale. Donc voilà. Pour le sujet qui nous réunit, qui est l'intelligence artificielle, moi j'ai beaucoup d'appréhension et je pense que j'ai partagé avec mon ami Dr Hussein, qui est une personne de référence en la matière. On a discuté quelques fois. Mon souci, c'est que l'intelligence, elle résout beaucoup de choses, mais est-ce qu'elle incite à la paresse? Très bonne question. Est-ce qu'elle incite à la paresse? Parce que moi, je suis parent d'élèves, d'enfants aussi. Lorsque mon enfant me dit, la maîtresse ou le professeur m'a autorisé à utiliser l'intelligence artificielle, et ça me revient souvent, hein, est-ce qu'on incite les élèves à prendre ce raccourci au lieu de faire travailler leur tête? Si je reviens dans notre domaine, la communication, le journalisme, moi je reçois des textes aussi des fois tirés de l'intelligence artificielle. Et je reconnais que voilà, un tel, il vaut ça, je sais sa plume, et je sais ce dont il est capable, mais je vois des fois des textes miraculeux avec des tournures vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Mais voilà, mon souci c'est que l'intelligence c'est bon, ça sert beaucoup de choses, mais soyons vigilants, et je pense que Dr Hussein est vraiment quelqu'un qui peut faire beaucoup, parce qu'on a beaucoup discuté. Il m'a dit que dans d'autres domaines qu'on ne
qu'on ne pense pas, par exemple, l'énergie, l'agriculture, l'intelligence artificielle peut servir. Mais dans d'autres domaines, elle peut nous pousser à, à mettre en hibernation, entre guillemets, le cerveau humain. Donc voilà, je voulais partager ça. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais être assez bref. Hein. Moi, je voulais juste intervenir par rapport aux présentations. D'abord, je voulais juste saluer les dames et monsieur pour les présentations. Et surtout, je voulais rappeler une chose. Je crois que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a un pays qui est oublié, il y a un continent qui est oublié, c'est l'Afrique. On a fait comme si l'intelligence artificielle appartenait à une catégorie de pays. Pour ne pas les citer, hein, c'est en général les États-Unis d'Amérique, la Chine et le reste du monde, on regarde. Et on nous annonce des chiffres qui eux-mêmes nous font peur. 100 milliards de dollars, 200 milliards de dollars. Et alors là, tout de suite, on a abdiqué, on a baissé les bras. On a dit, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Nous, on va rester dans le wagon derrière et on va attendre. Eh bien non. Je crois que les dames qui sont là, elles nous ont montré que ce n'est pas le cas. Avec peu de moyens, vous avez souligné, parce que nous avons tous des contraintes de moyens, mais avant de penser aux contraintes de moyens, il faut d'abord se fixer des objectifs. Quels sont les objectifs qui sont les nôtres et comment on peut les atteindre? Les équipes qui sont là, tous ceux qui ont participé, je crois, pendant ces 2 jours, ils nous ont montré que l'expertise, elle existe en Afrique. Quand vous regardez les tableaux, il n'y a pas marqué Union européenne, il n'y a pas marqué Banque mondiale, il n'y a pas marqué Banque africaine. Il n'y a que les drapeaux des pays africains. Et ça nous suffit. Voilà. Pour moi, ça me suffit d'avoir le drapeau de la République Djibouti. Pour chacun d'entre vous, votre drapeau devrait vous suffire. Et tous ensemble, je suis certain que nous ferons en sorte de nous passer des autres. Merci. Merci. I'd like just to welcome my brothers from Sierra Leone. I have visited your country. I met your president. He used to be president of MAEP for 1 year ago. Also, I think Algérie also, l'Algérie aussi était à la tête du MAEP. Just to say that we can harmonize at the African peer review mechanism is level. It's concern 45 countries. So at this level, it's possible to also to work together. And once again, I'd like to thank you that I am acting here as moderator, but also as a representative of African peer review mechanism. Merci beaucoup. Ok, bon, avant de clore, je vais essayer de répondre à Kennedy, 2 minutes. Donc, cher Kennedy, donc, vos appréhensions sur l'IA sont légitimes. Moi-même, j'ai eu cette même expérience hier après-midi avec ma nièce. Donc, j'ai rendu visite à ma sœur. Donc, je vis que ma nièce, elle faisait son devoir en utilisant l'IA. Et j'ai eu une discussion assez houleuse, mais ce qui m'a frappé, moi, je pensais que ce sont ses amis ou bien ses camarades de classe qui l'ont appris, mais elle m'a dit, il y a la maîtresse qui m'a autorisé à utiliser pour faire un résumé. Donc là, je vois qu'il y a un phénomène qui devient de plus en plus fréquent à Djibouti dans les écoles, où les jeunes collégiens, elle est 8e, classe de 4e. Donc elle m'a dit que la maîtresse, elle nous a dit, vous avez l'autorisation d'utiliser ChatGPT pour faire des résumés de vos exercices. Mais moi, ça m'a un peu perturbé. Justement, cette question, je crois qu'au niveau de l'inspection générale de l'éducation nationale ou bien du MINFOP, cette question a été posée. Il y a une formation qui est en cours. Et à la fin de cette formation, les inspecteurs de l'éducation nationale ainsi que les conseillers pédagogiques vont mettre en place une charte éthique éducation où toutes ces questions vont être abordées. Et plus généralement, récemment, donc, le gouvernement de la République de Djibouti a obtenu un fonds de l'UNESCO pour que la République de Djibouti puisse avoir sa propre stratégie de l'éthique sur l'IA. Parce que c'est bien de développer l'IA, mais il faudra aussi qu'on mette des barrières, des chartes
par exemple, dans certaines universités ou bien établissements scolaires en France ou ailleurs, on autorise les enseignants, on autorise même les journalistes, mais à condition de citer. Il faudra dire que, voilà, par exemple, vous, les journalistes qui ont fait des articles avec l'IA ou bien ChatGPT, bah, ils doivent avoir l'honnêteté de dire cet article, c'est ChatGPT qui l'a fait. Comme ça, au moins, la personne, elle va être honnête. Après, aussi, c'est vrai, il y a une question en termes de créativité. Il y a un débat, en tout cas, au sein de la communauté des chercheurs en IA. Certains disent que l'IA, elle n'est pas générative, ni créative, mais en fait, elle ne fait que répéter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une IA générative, c'est une IA qui est basée sur des milliards et des milliards de données. Et la proposition que nous fait, ce n'est pas quelque chose qu'elle invente. Donc tout à l'heure, ce matin, j'ai oublié de vous préciser, en fait, il y a deux types d'IA. Je pense que cette IA-là, par rapport à celle qui arrive, c'est simple. Parce qu'il y a deux types d'IA fortes et IA faibles. ChatGPT, DeepSeek, celle qu'on a aujourd'hui, que ce soit la reconnaissance vocale, la traduction automatique, normalement, on le considère comme étant narrow AI ou bien IA faible. Mais Facebook et Meta, ainsi que Google, depuis Facebook, elle a créé depuis juin 2025 ce qu'ils ont appelé Super Intelligence Labs. Il y a Mark Zuckerberg qui a investi des milliards de dollars. Leur objectif, c'est quoi? C'est de développer d'ici quelques années une IA avec une conscience. Et ça, c'est plus dangereux. C'est-à-dire c'est une IA qui va avoir une autonomie totale. Aujourd'hui, l'IA qu'on a, ce n'est pas une IA avec une conscience. C'est-à-dire c'est une IA qui n'est pas consciente qu'elle existe. C'est un robot, tu lui poses une question, elle te répond. Mais Mark Zuckerberg ainsi que l'OpenAI, Sam Altman, ils sont en train de mettre des milliards de dollars pour avoir des IA qui sont capables de prendre eux-mêmes des décisions. Des IA qui sont capables de provoquer des guerres, de juger des gens, etc. Donc je pense que peut-être cette IA, elle va venir d'ici 20 ans ou bien 10 ans. Mais aujourd'hui, l'IA que nous avons, elle est moins dangereuse que celle que les GAFAM sont en train de le préparer. Voilà. Merci. Je vais le laisser aussi aux intervenants, parce qu'il y a des questions aussi qui concernaient, donc de répondre aussi. Donc. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit par nos pairs de divers pays, donc Sierra Leone et aussi vous au Sénégal. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous avez commencé par tout ce qui était législatif. Donc je trouve que c'est aussi une très bonne stratégie. C'est différents points de vue et différentes manières de procéder qu'on a eues. Mais ce que vous avez dit sur le référentiel numérique, il est très important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est obligé de mettre en place petit à petit dans tous les pays. Rien que pour avoir des standards et que les systèmes soient interopérables entre eux aussi. Pas les données, parce que les données, il faut qu'elles restent souveraines pour chaque pays, mais c'est vrai que c'est vraiment important de faire en sorte que nos systèmes et nos méthodologies soient standardisées et que ça puisse les rendre interopérables. Et donc par rapport à ça, je trouve que c'est très intéressant d'avoir vos points de vue et que c'est quelque chose que chaque pays devrait considérer de mettre dans ses lois. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, on a choisi de commencer et de faire le saut technologique, comme ça a été dit, parce que on s'est dit que c'était bien de commencer par là. On a des milliers et des milliers de pages qui ont été numérisées de manière manuelle, c'est vrai, comme vous l'avez dit. Et là, c'est des textes depuis 1900 qui ont été numérisés. C'est plus de 57 000 textes qui sont sur le site du journal officiel de Djibouti, et plus de 2000 journaux officiels, si je ne me trompe pas. Donc ça a été un travail colossal qui a été fait manuellement, mais c'est là qu'on aimerait justement que l'IA intervienne dans le futur, pourquoi pas, en créant des modèles qui sont capables de pas de prendre la place de l'humain. L'IA est là pour assister, mais de pouvoir simplifier le processus, parce qu'on peut entraîner des modèles qui vont permettre d'éliminer les tâches redondantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé, une fois qu'on scanne un texte, de repasser par derrière pour corriger les erreurs, parce que l'OCR des scanners forcément va faire des erreurs et on est censé être derrière pour pouvoir corriger toutes les erreurs manuellement, ce qui prend un temps fou. Donc ce serait vraiment bien d'intégrer l'IA aussi par rapport à ça, et c'est quelque chose qui peut être bénéfique à tous à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, ce que nos collègues aussi ont dit du Sierra Leone, et que c'est important de aussi penser au côté législatif, c'est vrai, et d'inclure ça dans nos lois nous aussi. Merci. Tabarakallah, Machallah. Je voudrais vraiment me féliciter. C'est ma fille qui est à côté de moi. Nous intervenons sur un même sujet et elle me donne l'opinion. Tabarakallah, Machallah. En tout
cas, je suis très contente quand on voit que la relève est assurée. Donc c'est ça l'important, c'est ça l'important. Maintenant, en tant qu'ancienne institutrice, je vais rebondir sur l'intervention de notre ami qui a modéré hier. Je suis dans un processus de digitalisation, mais je suis en même temps très conservatrice. Je pense que l'accès des élèves et des enfants à certains outils les rend paresseux. Moi, je dis déjà avec Google, quand on donne un exposé à faire, c'est quoi? C'est du copier-coller. Avec l'IA, maintenant, ça va être pire. Et moi, je dis que ce qu'il faudrait, c'est ne pas laisser l'éducation nationale nous définir une stratégie pour ça, mais c'est nous, parents d'élèves, c'est nous, mamies, qui avons des petits-enfants, qui devons faire le travail à la maison. Moi, je pense qu'on a eu, en Afrique, à consommer beaucoup de choses. Facebook est venu, tout le monde s'y est mis. Instagram est venu, tout le monde s'y est mis. Mais il fallait une formation à l'utilisation, à l'usage de ces différentes possibilités que nous avons. Je pense qu'avec l'IA, il faut le faire, il ne faut pas rater le coach. Parce qu'avec les autres, on s'est lancé sans savoir que tout ce qu'on a mis dedans va nous suivre toute la vie. Avec l'IA maintenant, prenons le temps chez nous de parler à nos enfants, de les informer qu'il y a du bon et il y a du mauvais, et il faut en faire un bon usage. Donc ça, c'est l'injustice qui parlait. Maintenant, par rapport à l'approche sénégalaise, moi, je me dis que nous sommes partis d'une expérience qui n'a pas réussi, avec la mise en ligne depuis 2009, qui malheureusement n'a pas pu être pérennisée. Nous avons tiré des enseignements du passé, en nous disant qu'il fallait déjà, sur le plan institutionnel, mettre en place un dispositif qui permet de sécuriser et de pérenniser. Maintenant, viendront les étapes de numérisation. La plateforme on y est. C'est un projet phasé. Nous sommes en train de travailler sur la plateforme interministérielle qui va prendre en charge l'élaboration des textes. Tous les ministères vont être interconnectés déjà sur la phase élaboration. Une fois maintenant que ce sera validé, que ça passera en Conseil des ministres, nous recevrons également les fichiers qui nous permettront de faire un tout petit peu la publication, mais qu'on est en train de révolutionner. Pas avec l'IA, mais pour le moment, on est en train de concevoir un logiciel qui permet d'automatiser même déjà la publication. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes, il y avait une inflation normative, si je peux parler ainsi. Donc, des fois, on a des textes, si je prends le cas des élections, de 1000 pages, manuellement, on ne s'en sort pas. Nous avons un jeune informaticien avec nous, responsable du projet d'ailleurs de digitalisation, qui a conçu un logiciel qui permet d'automatiser la publication des textes. Quelle que soit leur longueur, en peu de temps, ça va se faire. Donc, c'est pour dire qu'on est en train de révolutionner. L'IA est incontournable, mais faisons de cette IA-là un très bon usage. Il ne faut pas vraiment pervertir l'esprit des enfants. Un petit peu pour compléter ce que mes collègues les panélistes viennent de dire par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle. En fait, il faut savoir que la technologie, elle a toujours innové. Et ce ne sera pas pour nous qu'elle va arrêter d'innover, elle va continuer d'innover. Du coup, ce sera à nous de pouvoir prendre le train, comme on l'avait dit la dernière fois, de chercher à prendre le train et de mettre en place nos règles. On va dire qu'aujourd'hui, on va questionner une IA qui a été entraînée sur un corpus qui n'est même pas le nôtre. Après, derrière, on dira qu'elle est en train d'halluciner. En fait, c'est juste une pertinence par rapport à la question et à la réponse. En fait, elle n'est pas en train d'halluciner, mais elle est en train de répondre à une question qui n'est pas posée. C'est tout. Du coup, ce sera à nous de mettre en place des stratégies. La stratégie nationale de l'intelligence artificielle, entre autres, et de savoir l'utiliser comme il le faut par rapport à notre pays. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas à tous nos intervenants. Je pense que malgré que le sujet il est passionnant et intéressant, mais quand même il y a le devoir de l'estomac qui nous appelle. On a largement dépassé le temps qui nous a été alloué. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je réitère encore mon remerciement à monsieur le secrétaire général du gouvernement, au gouvernement de Djibouti, à l'ANSI et toutes les personnes qui ont organisé. Donc voilà, on arrête. Donc merci à tous. Je laisse la parole à Raissou. Et on remercie bien évidemment aussi Dr Hussein ainsi que les panélistes. Si vous voulez aussi prendre la photo de famille pour cette session, on vous en remercie.
Pour les autres, là c'est la pause déjeuner. On se redonne rendez-vous ici un peu plus tôt parce que la séance doit commencer à 15h.